Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons parler du futur d'Age of Sigmar. Arrive couramment la version 10 de Warhammer 40 000. Cette nouvelle version a pour but de réécrire le jeu, de repositionner les bases et pour pouvoir élargir l'assiette de joueurs, faciliter la compréhension des règles et permettre une plus grande fluidité au jeu. Actuellement, notre version d'Age of Sigmar est en version 3, nous l'avons découvert sur une version 1 pauvre en règles, créant beaucoup de frustration au niveau des joueurs et une grande incompréhension suite à l'abandon de l'ancien monde. Nous avons ensuite connu une version 2 d'Age of Sigmar plus accessible avec des vraies règles, un encadrement, l'utilisation de Battle Tom et un univers complet autour de celle-ci. La version 2 d'Age of Sigmar a proposé une vision plus moderne, avec plus de règles, un encadrement, des terrains, des factions, etc., etc. Le jeu, malgré tout, avait besoin d'un lissage plus concret sur certaines règles, sur certains usages, pour pouvoir rentrer dans un jeu plus moderne. Il y a 2 ans de ça, nous avons eu la version 3 du jeu. Cette version apportait notamment une clarification au niveau de l'utilisation des ordres. Un seul ordre par unité peut être donné ou reçu et utilisé qu'une seule fois. Nous avons eu aussi l'utilisation d'ordres génériques avec l'attaque en règle, défense en règle, le ralliement, toutes ces choses-là. Ceci permet de créer une dynamique dans le jeu entre les joueurs car entre l'usage de vos propres règles plus l'usage des règles génériques, de faire un ping-pong. Fini cette phase où mon joueur joue pendant une demi-heure et ensuite c'est au joueur adverse. L'idée de la V3 était de permettre à chaque joueur de pouvoir s'exprimer complètement durant toute une partie. Aujourd'hui, quel est le bilan de la V3 ? La V3 est une version stable du jeu, une version que nous pouvons considérer comme agréable à jouer, tant dans ses règles que dans l'usage que Games Workshop a pu faire au niveau des manuels du général. En effet, nous avons une saison basée sur l'infanterie, une saison basée sur les monstres, une saison basée sur les héros, et une dernière saison va nous accompagner de septembre jusqu'à l'année prochaine. Mais, aujourd'hui, quel peut être le bilan de cette V3 ? La V3 a malheureusement subi ce qu'on va appeler un power creep. Les derniers Battle Tom sortis ont littéralement écrasé par leur puissance ou leur trait de jeu les premiers Battle Tom sortis qui commencent à être vieillissants. En discutant avec les gens, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes appréciaient cette V3 et appréciaient ce système de mi-saison lié au manuel du général. Pour ma part, je trouve que ceci est une vision trop fébrile du jeu et mériterait, comme Warhammer V10, une réécriture beaucoup plus poussée pour la version 4. J'espère que Warhammer Age of Sigmar sera réécrit en version 4 avec des règles beaucoup plus complètes et un gameplay beaucoup plus profond. Je vais donc, à partir de maintenant, vous faire une proposition de ce que je souhaiterais que la V4 soit. Car, comme vous avez pu le comprendre, une certaine frustration s'est incorporée au fur et à mesure de mes parties, et j'aimerais que ces choses-là soient un peu plus claires, beaucoup plus lisibles, et propose surtout, moi qui adore le jeu sous toutes ses formes, un jeu beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple, et moins dans une utilisation bête et méchante des règles à l'appui. Cette vidéo peut être un peu farfelue. Je vais vous proposer toutes les idées que j'ai pu avoir, à savoir que je les ai mises en place sous des catégories. L'ordre peut être un peu étrange, mais je vais essayer d'être clair et de m'appuyer sur certains visuels que j'ai pu créer. Tout d'abord, nous allons commencer avec les scénarios. Les scénarios utilisés sur la V3 sont, on va dire, plutôt simples d'accès. Vous avez des objectifs et des tactiques de bataille qui vont accompagner les 5 rounds de bataille pour pouvoir vous permettre, entre guillemets, un rythme de jeu équilibré. Je trouve que la difficulté que nous avons sur ces terrains, sur ces scénarios, c'est la simplicité des scénarios. À part poser vos figurines et vous déplacer sur le champ de bataille, l'interaction entre le joueur et le scénario est plutôt limitée. Il y a un certain effort qui a été fait sur certains scénarios pour, si vous avez, dans des conditions particulières, quelques types d'unités, récupérer des points de bonus supplémentaires et certains objectifs qui peuvent s'activer et se désactiver, l'interaction avec le joueur est plutôt faible. Je souhaiterais que Games Workshop fasse peut-être des scénarios évolutifs, comment dire, à partir d'un certain tour ont une fonction où le joueur doit réaliser certains éléments pour pouvoir activer une partie du scénario. Des joueurs plutôt défensifs pourraient bloquer ce côté-là, des joueurs plutôt offensifs pourraient l'activer, ce qui permettrait d'avoir
une triple interaction sur les parties et pas simplement je me regarde et je tue mon adversaire. Je souhaiterais aussi qu'il supprime toutes les battles tactiques des BT, car aujourd'hui ce qui fait la puissance d'un BT, c'est les battles tactiques des BT qui créent un déséquilibre important, ou si jamais il souhaite conserver les battles tactiques des BT, qu'un PDF interactif disponible sur internet soit mis à jour constamment pour que chaque armée ait accès à des règles et pas qu'on ait ce système de vieux BT, vieilles règles et ainsi de suite. On a bien vu qu'il était capable de faire des facs pour faire évoluer le jeu. Ils sont très bien donc capables de faire des facs pour ces choses-là. Je souhaiterais aussi, si possible, donner des vrais choix aux joueurs. Ces vrais choix pourraient se mettre en place par avoir un paquet de tactiques de bataille défensifs et un paquet de tactiques de bataille offensifs. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous allez faire le jet d'initiative pour savoir qui va être l'attaquant, qui va être le défenseur, la seule différence que vous allez avoir, c'est que l'attaquant va poser en premier son déploiement et le défenseur va choisir les déplacer, positionner les décors. Aujourd'hui, nous savons très bien que comparé à 40K, les décors sont très faibles, apportent très peu d'interaction entre les joueurs, et en tournoi, pour pas perdre du temps, les décors sont déjà préposés, donc le deuxième joueur se voit vraiment limité à une interaction extrêmement faible de je regarde la table. Si demain nous arrivions un paquet de tactiques de bataille défenseur et un paquet de tactiques de bataille attaquant, le choix de l'attaquant défenseur prendrait une importance et du coup forcerait les joueurs à créer des listes d'armées, soit défenseurs, soit attaquants, soit un mix des deux. Vous ne pourrez pas vous retrouver dans une situation où mon plan de jeu, c'est d'être en une pause, prendre l'attaquant et, entre guillemets, table rase mon adversaire. Ces choses-là, pour un jeu qui est dit de stratégie sur 5 tours, je trouve que c'est très très pénible et cela n'apporte vraiment rien de stratégique au gameplay, à part dire à votre adversaire, déploie-toi le plus défensivement possible, sinon je te rase. Et si t'es trop défensif, dans tous les cas, tu pourras pas scorer, je te raserai après. Donc voilà. Je trouve que l'ouverture stratégique à ce niveau-là serait un point positif, et vraiment, j'ai trouvé l'idée pour 40K très très intéressante. Concernant tout ce qui va être grande stratégie, tout ça aussi, pourquoi pas avoir des grandes stratégies attaquants et grandes stratégies défenseurs. Vous l'inscrivez sur votre liste. Si vous êtes défenseur, vous avez celle-ci. Si vous êtes attaquant, vous êtes celle-là. Ce qui vous permet de polariser encore plus, vraiment proposer du choix. Moi, je veux que le joueur ait du choix et pas se retrouve limité à dire je prends celle-ci parce qu'elle est gratuite, je suis obligé de la faire, alors que avoir des génériques qui peuvent être compliqués, à part forcer les joueurs à jouer à contrainte, aucun joueur n'ira la chercher. Donc voilà, proposer ce choix-là peut en effet casser cette mécanique-là. Donc ça, c'était vraiment pour les scénarios, des scénarios diversifiés, des tactiques de bataille génériques, ou si elles sont pas génériques, mises à jour par Games Workshop, et avoir des tactiques de bataille pour les attaquants, des tactiques de bataille pour les défenseurs, et pourquoi pas des objectifs du scénario pour les attaquants et des objectifs pour les défenseurs. Vraiment avoir un choix important. Techniquement, quand vous êtes, on va dire, sur des jeux un peu plus type jeu vidéo et que vous faites des interactions attaquant-défenseur, vous avez souvent des choses à faire qui sont différentes, avec des sous-quêtes et ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à la partie numéro 2 qu'on va appeler les règles du manuel. Aujourd'hui, l'interaction qu'on peut avoir dans le jeu entre les deux joueurs est limitée à l'usage d'ordres génériques, ralliement, redéploiement, déchaîner les enfers, genre de choses-là qui sont faisables qu'une seule fois. L'interaction aussi au niveau des actions héroïques qui sont, à part sur les derniers BT génériques, on n'en a pas beaucoup, et aussi le fait de pouvoir dissiper, conjurer des sorts. Moi, ce que je souhaite vraiment sur ces choses-là, c'est pareil, proposer beaucoup plus de choix. C'est-à-dire, déjà, si nous partons sur les optimisations, supprimer les optimisations que nous avons aujourd'hui, à savoir les pauvres artefacts et les pauvres traits de commandant. Vraiment avoir, par exemple, 3 artefacts, 3 traits de commandement par catégorie, c'est-à-dire trait de commandement pour les magiciens. Vous avez Master of Magic, on peut conserver. On peut très bien avoir permet de lancer un deuxième sort, et en troisième, +1 sur le lancement de sort, par exemple. Pareil pour les combattants, avoir un trait qui vous permet de faire une relance de charge, par exemple en bulle, un trait qui vous permet de faire, par exemple, pouvoir repositionner un redéploiement sur 2-3 unités. Voilà, oui. Des choses qui sont génériques,
pour tout le monde, qui soit accessible pour tout le monde, mais qui ait un choix. Et pareil pour les artefacts, avoir des artefacts pour les sorciers, des artefacts pour les prêtres, des artefacts pour les combattants, des artefacts pour les personnages supports, augmenter vraiment le nombre d'optimisations. Comme ça, chaque joueur peut vraiment se dire, si dans mon BT, j'ai rien qui m'intéresse parce que c'est pas mon style de jeu ou c'est plutôt faible, avoir un choix sur tout ce qui m'est proposé et pas se retrouver à devoir créer euh, des, des mages qui n'existent pas avec Arcane Tome et Master of Magic. Car la magie sur un sort qui est bouclier mystique est vraiment supérieure aux autres sorts et du coup, c'est frustrant pour la création de listes, pour toutes ces choses-là. De proposer du choix, mais un vrai choix aux joueurs est très important pour moi. Le deuxième point, ça va être la phase de héros. Même pas que sur la phase de héros, sur toutes les phases aussi. C'est le 2+ pour faire une action. Je trouve ça extrêmement frustrant. Ça vous casse votre jeu. Vous avez des BT tels que Sylvanette qui ont besoin d'empiler des bonus tels que les charges, ces choses-là. Et quand on vous dit, bah, t'as passé ton sort persistant et c'est sur un 2+ qui s'active et que vous mettez le 1 au moment où vous en avez besoin, c'est pas possible. Je trouve ça très frustrant de se dire, ah bah, pourquoi t'as perdu la partie? Parce que j'ai roulé mon 1 sur un 2+, alors qu'on a déjà payé en points dans notre liste d'armées le coup, on a utilisé un lancement de sort avec le sorcier pour le réussir, qui n'a pas été dissipé, donc c'est beaucoup de choses qui sont mises en place pour être cassées. Pareil pour le sort persistant, la mâchoire, vous devez lancer, vous devez déplacer votre sort, sélectionner une cible, et là c'est sur un 2+. Ce 2+, pour moi, est vraiment insupportable et n'a rien à faire dans le jeu. On peut amener des échecs sur des choses qui sont moins impactants, moins importants, et vraiment, je trouve que ce 2+ n'a pas sa place. Pareil pour tout ce qui va être l'utilisation de la magie. Aujourd'hui, je trouve que la magie, c'est très compliqué. Vous allez payer en moyenne une centaine de points pour avoir un sorcier de niveau 1 qui n'aura pas d'autre fonction que de lancer par exemple un bouclier mystique ou son trait de personnage. Et dans beaucoup de parties où je me retrouve, où on se retrouve à lancer son sort, à faire un score ridicule. On peut lancer que 5 sorts, c'est très limité pour un sorcier. Et à moins d'avoir une faction vraiment basée sur la magie, où on a des relances, on peut donner de la fiabilisation, des choses comme ça, qui sont limitées aujourd'hui à 4-5 armées maximum, vraiment à avoir des points investis qui n'ont pas d'intérêt. Et de ce côté-là, je trouve ça très frustrant. Donc moi, je serais partant pour une fiabilisation de la magie. Vous ne pouvez pas faire d'échecs. Je vois pas pourquoi un magicien pourrait faire de l'échec avec la magie. On parle de personnes qui sont entraînées à ça, qui sont éthérées, qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. La magie est en eux. C'est complètement ridicule pour un Nagash, par exemple, de faire son double 1 et de dire « Ah bah, je peux plus lancer de sort ». Le double 1 ne devrait pas être un échec. Ou au pire, si le double 1 est un échec, parce qu'on a besoin de sanctionner un peu, on arrête de lancer le sort qu'on lance, mais pas l'entièreté des sorts qu'on peut lancer. C'est vraiment ridicule. Moi, le nombre de fois où sur ma Moraticane, ça m'est arrivé sur mon premier sort au premier tour de faire mon double 1 et de me prendre 3 blessures mortelles, mais c'est une sanction tellement énorme pour juste un mauvais jet de dés, donc pour moi, c'est ridicule. Donc plus de blessures mortelles sur les 1 à la prière, plus de blessures mortelles sur les double 1 pour les sorciers, et une fiabilisation de la magie, vraiment, quitte à réduire même l'impact des sorts, mais que les sorts, vous lancez 2d6 par exemple, quel que soit votre résultat, il est validé, et si votre adversaire est à portée, il doit essayer de battre ce résultat. Et on pourrait, pour fiabiliser la magie, réduire la portée. 30 pouces aujourd'hui pour la portée, ça peut être peut-être trop grand, basé sur 16 pouces, 10 pouces, 15 pouces, je sais pas, quelque chose de plus petit qui vous permet en tant que sorcier de lancer vos sorts et de les réussir. C'est très frustrant quand vous jouez par exemple Krulboy et que vous décidez avant qu'il y ait les potions sort de lancer un sort, vous ratez votre sort, vous dites mais finalement mes sorciers me servent vraiment à rien quoi. Donc voilà, c'est vraiment fiabiliser ça. Pareil, bon les prières on a moins le problème, mais vraiment essayer de se dire comme pour les prières quoi. Vous êtes sorcier, vous connaissez votre domaine, votre ennemi ne connaît pas votre domaine, hein, part sur un miroir, du coup techniquement il n'est pas en capacité de bloquer votre sort, donc voilà, fiabiliser la magie, faire en sorte que ça soit vraiment plus sain et plus simple d'utiliser la magie et que ça soit moins frustrant de ce côté-là. Pour tout ce qui va être action héroïque aussi, j'ai vraiment adoré sur EV3, j'ai trouvé que c'était très cool, mais on en a que 4, vraiment en avoir plus. Et pourquoi en avoir plus? C'est surtout pour arrêter de se retrouver, moi j'en pouvais plus me dire, bah qu'est-ce que je peux faire? Mon adversaire est trop fort à la magie, je pourrais pas dissiper avec l'action ou quoi que ce soit, ou il n'a pas de magie, et dire, bah je fais mon 4+. Bah, le 4+, est vraiment bien dans le sens où aujourd'hui, les nouveaux BT
utilisent beaucoup d'ordre, mais il y a des BT qui en utilisaient pas beaucoup, et du coup, le 4+ était anecdotique. On peut pas le conserver en plus au point de commandement, donc vraiment, si on pouvait au pire utiliser une action héroïque pour conserver un point de commandement pour le tour d'après, pourquoi pas. Donner, voilà, c'est une action héroïque, vous interagissez avec votre armée, bah, vous puissiez le faire sous plusieurs formes. On a vu les nouveaux BT qui avaient des nouvelles actions héroïques, donc avoir peut-être une base de 6 actions, 8 actions héroïques génériques, et que chaque BT peut en avoir aussi, ça peut être vraiment pertinent. Concernant ensuite tout ce qui va être les ordres, pareil. C'est très intéressant d'avoir mis en place donc le ralliement, le redéploiement, toutes ces choses-là. Moi, j'aimerais vraiment que, un peu comme sur Horus Heresy, avoir beaucoup plus d'ordres, une douzaine, par exemple, une vingtaine d'ordres génériques, 3, 4 par phase, que chaque joueur puisse utiliser. Pareil, vous pouvez vous en servir qu'une seule fois, donc vous réfléchissez quand est-ce que c'est. Il faudrait que c'est un coup, un ordre. Donc vous allez voir, je vous proposerai peut-être de générer plus de points de commandement aussi. Ça, c'est pas gênant, c'est juste de la métrique, c'est de l'équilibrage dans des points. C'est pas quelque chose de compliqué. Dans le système, avoir des ordres beaucoup plus pertinents aussi. Se dire, bah voilà, je peux rallier. Donc mon adversaire, il a cette capacité de ramener des figurines si elles sont pas engagées. Le redéploiement, c'est super intéressant. Mais pouvoir faire d'autres choses. Vous tirez sur une unité de tir, cette unité de tir peut vous tirer dessus en contrepartie. Du coup, vous savez que vous n'allez pas pouvoir utiliser le défense en règle, mais s'il reste des unités dedans, elles vont pouvoir vous tirer dessus. Vous allez pouvoir, pareil, ce qui serait intéressant, c'est sur les phases de charge. On a le déchaîner les enfers quand on a subi une phase de charge. On pourrait avoir des choses comme ça sur d'autres phases. On vous tire dessus, et ben vous avez la possibilité, si votre unité est restée en vie, d'utiliser un point de commandement pour pouvoir déplacer votre unité. On a des unités qui ont des règles aujourd'hui, quand vous êtes blessé, vous jetez un D6 et c'est ce résultat vous déplacez. Ben, ça pourrait être un ordre générique. Vous prenez des dégâts, bah, vous vous déplacez, vous voyez. Donc ça permettrait de donner de la mobilité à votre adversaire sur plusieurs phases. Pour pouvoir peut-être aussi charger en phase de tir. Votre adversaire, vous êtes sur une phase courte, je sais pas, on va dire 9 pouces, vous tirez sur un adversaire à 9 pouces, et ben il peut être capable de tenter une charge. Vous voyez, plein d'interactions comme ça qui fait que quand vous allez faire une action, vous allez réfléchir à ce que vous faites parce que vous savez que vous pouvez être sanctionné. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je peux reprocher un peu au jeu, c'est de se dire que les choix que je fais interagissent très peu avec mon adversaire. Mon adversaire a très peu de chances de les sanctionner de son côté, à part vraiment quand ça sera à lui de jouer, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour pouvoir proposer ceci un maximum de choix. Et pareil, pour pouvoir le faire sur toutes les phases, la phase de héros, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat, et ainsi de suite. Vraiment proposer un ping-pong plus global entre les joueurs avec des ordres génériques qui soient vraiment optimisés. Pour avoir joué dernièrement contre Ossiark, c'est vrai que c'est très agréable de voir l'adversaire utiliser plein d'ordres pour pouvoir faire plein d'actions, plein de choses. On aimerait tous pouvoir faire ça, ça rend le jeu beaucoup plus dynamique. Je suis tout à fait d'accord que les nouveaux joueurs peuvent être perdus vis-à-vis de ça, mais le jeu est quand même assez complexe dans sa globalité. Même aujourd'hui, avec des gros trous dans la raquette, avec des joueurs expérimentés qui peuvent avoir un peu de mal sur certaines règles, donc avoir cette écriture-là. Aussi, ce que je souhaiterais, c'est avoir une écriture comme à Warhammer 40 000, lissée sur les mots-clés. Aujourd'hui, sur Warhammer 40 000 V10, ils ont fait le choix de détruire toutes les règles, des capacités, toutes ces choses-là, pour les réécrire de manière générique pour tout le monde, sur des mots-clés. Et ensuite, vous avez un lexique, vous avez juste à aller voir ce mot-clé. Exemple, mon arme, elle a lourd et machin, je vais regarder dans le lexique ce que ça fait lourd et ce que ça fait machin. On pourrait avoir ça à Age of Sigmar, des mots-clés sur vos fiches de personnages, et comme ça, quand vous présentez votre armée à votre adversaire, au lieu de lui dire, bah moi, j'ai mon unité, quand elle charge, elle fait ça, quand elle charge, elle fait ça, quand elle tire, elle fait ça, on utiliserait des mots-clés, ça permettrait à tous les joueurs de se référencer au même lexique, et de pouvoir avoir, pourquoi pas, des règles supplémentaires à côté. Exemple, 6 explosifs, ça serait une règle générique, plus en addition sur votre War Scroll, ça ferait quelque chose d'autre. Vous voyez que vraiment, entre guillemets, simplifier le vocabulaire pour éviter les trous dans la raquette, ah bah moi j'utilise ma règle comme ci, ma règle comme ça. La règle par exemple qui est un peu compliquée des fois à utiliser, c'est la règle des gardes du corps. On a énormément d'itérations de gardes du corps qui fonctionnent presque toutes pareilles, mais pas du tout pareilles. Donc voilà, avoir garde du corps, hop, une unité, sur un 3+, vous transférez les blessures, l'unité peut pas faire jet de protection, et ainsi de suite. Voilà, vraiment simplifier tout ça à ce niveau-là. Là, nous allons pouvoir rentrer donc tout ce qui va être les phases.
Donc, comme je vous disais pour la phase de héros, simplifier la magie, des actions héroïques, puis diversifiées, pour pouvoir proposer aussi à votre adversaire de pouvoir interagir avec vous sur toutes les phases. La phase de mouvement aussi, on va commencer par celle-ci ensuite, j'aimerais que cette phase soit plus stable. C'est-à-dire que tout le monde a une valeur de mouvement, on est d'accord, tout le monde se déplace de cette valeur, très bien. Permettre de fiabiliser la phase de mouvement, pour moi, c'est permettre de faire en sorte que les courses, le jet de course, soit beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même je trouve ça vraiment délicat de se dire qu'on a des armées, par exemple comme les Stormcast, qui sont des armées ultra entraînées, qui sont l'élite de l'élite. Quand vous bougez de 5 ou de 4 et vous êtes là à faire un jet de course et vous faites un jet de course de 1, honnêtement, c'est ridicule. Votre course devrait être le double de votre valeur de mouvement, par exemple. Tout le monde peut trouver... Alors, on peut trouver que c'est peut-être trop fort, mais si on part du principe que c'est un jeu de mouvement, il n'y a rien de pire que se dire, si je roule mon 1 sur une course, je perds ma tactique, je perds ça. Non. Les choix stratégiques devraient être assumés par les joueurs et devraient être accessibles. Et pas basés sur je fais un 1, j'ai raté, sur un 2+, j'y arrive. Donc voilà, fiabiliser pour moi la course, c'est très important. Si doubler la valeur de mouvement, c'est trop, peut-être partir sur la moitié de votre valeur de mouvement plus un D6, je sais pas, oui, quelque chose comme ça qui permettrait d'augmenter vraiment ce choix-là, que chaque choix que le joueur fait, ce dernier soit stable. Il n'y a rien de plus insupportable que se dire je dois faire ma tactique, il faut que là je réussisse ci, là je réussisse ça, là je réussisse ça. C'est compliqué. Ou alors, faut que l'enchaînement de ces choses-là vous valorise votre tactique de bataille et vous rapporte pas 2, mais 3, 4, 5, j'en sais rien. Oui. Concernant la phase de tir, pareil, faire en sorte que la phase soit beaucoup plus dynamique. Comme je vous disais, aujourd'hui, le tir est très fort. Pourquoi ? Parce que comparé à d'autres jeux, l'éditeur n'a pas mis en place des garde-fous, donc on peut spammer le tir et mettre beaucoup de patates de loin à l'adversaire pour nullifier sa force. Sur une phase de combat, vous allez frapper, si vous roulez mal, votre adversaire lui va pouvoir vous frapper. Aujourd'hui, c'est la phase de tir, vous tirez mal, vous avez mal tiré, ok, vous avez perdu un tour de tir, mais pour le moment, vous n'avez pas eu de perte. Donc pouvoir faire en sorte, soit que le tir est plutôt délicat parce que vous allez avoir des schémas de décors pré-installés par Games Workshop qui font que ces décors sont occultants, ça vous les voyez pas, et ainsi de suite, et machin, soit que le tir a une conséquence, comme je vous disais, pouvoir déplacer des unités, pouvoir tirer sur des unités, pouvoir renforcer des unités, je sais pas, des choses comme ça, pour pouvoir donner un peu plus de pertinence au tir. Concernant la phase de charge, pareil, je veux que le jeu soit plus simple à ce niveau-là et aussi qu'il y ait une logique. Quand vous arrivez avec une unité de cavalerie, c'est pas normal qu'une unité de cavalerie charge aussi bien ou aussi mal qu'une unité de piéton. Surtout avec des unités qui ont course et charge, des choses comme ça. Donc fiabiliser, soit faire un modèle à la Horus Heresy, vous êtes piéton, votre charge c'est 2d6, vous êtes en cavalerie, votre charge c'est 2d6 plus 2, vous êtes sur des engins de guerre, c'est stand machin, tant de trucs, donc voilà, avoir un tableau avec soit basé sur le mouvement, soit basé sur le type, infanterie, cavalerie, j'en sais rien, on créerait des sous-mots, des sous-catégories, qui feront en sorte que la cavalerie charge mieux que les piétons, ou genre de choses à voilà, vraiment donner un intérêt outre que juste le système, j'ai bien roulé, j'ai moins roulé, moi j'ai un musicien qui me permet d'avoir plus un à la charge, moi j'en ai pas, c'est moins bien. Voilà, vraiment faire en sorte que la charge prenne de l'intérêt plus que juste rouler 2d6 et vous faites des choix et pareil que votre adversaire puisse sur les charges en effet, exemple, si vous avez des ordres uniques ou que le déchaîner les enfers, vous pouvez avoir le déchaîner les enfers pour les armes de tir, mais avoir peut-être, si votre unité est piéton, à avoir levé la palissade et du coup, vous avez, je sais pas, +1 sur votre test de bravoure parce que vous êtes fait charger, ou alors vous vous augmentez votre défense, je sais pas, vous avez une ward, j'en sais rien, quelque chose qui permette à votre unité de vous dire, ok, moi je vais te charger là, je vais pouvoir faire ça, et ainsi de suite. Et pareil, que les unités de cavalerie, par exemple, qui chargent, puissent avoir un ordre unique d'impact de charge, j'en sais rien, des choses comme ça, vraiment pour pouvoir permettre en fait des choix, donner des choix aux joueurs. Moi c'est ce que je veux aujourd'hui, et pas se retrouver en mode je suis assis à côté de ma chaise, mon adversaire joue et je peux pas faire grand chose, éventuellement déchaîner les enfers, quoi. Concernant la phase de combat, entre guillemets, la phase de combat,
est plutôt saine aujourd'hui, en alternance, avec les frappes en premier, frappes en dernier. L'utilisation des ordres, c'est vraiment bien. Augmenter peut-être, comme je vous disais, les ordres autres que attaque en règle, défense en règle, et permettre aux joueurs une interaction entre eux. Aujourd'hui, à 40K, ils ont fait le choix de faire en sorte que le joueur qui ne joue pas frappe en premier, et ensuite c'est l'adversaire, parce que vous allez faire vos charges, mais que les personnes qui chargent en frappent en premier. Donc en fait, ça va un peu redistribuer les balles, et de se dire, quand je charge, faut que je sois sûr de ce que je fais, parce que sinon je peux en effet me faire asmater en retour. Donc pourquoi pas quelque chose de ce sens-là. Moi, j'ai pas de, entre guillemets, il n'y a pas de bon choix, tout est ouvert, tout est ouvert. J'ai oublié aussi, en phase de charge, les actions monstrueuses. Augmenter les actions monstrueuses, c'est quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui, qui donne de la valeur aux monstres. On fait des actions héroïques en phase de héros, des actions de monstres en fin de phase de charge. Pourquoi ne pas avoir aussi des actions héroïques en phase de fin de charge, vous voyez, ou début de phase de combat. Je peux utiliser une action héroïque pour galvaniser, immuniser, j'en sais rien. Voilà, ça peut. Moi, ce que je veux, c'est du choix, et c'est des choses que je souhaiterais voir beaucoup plus sur la VK d'Age of Sigmar. Concernant la phase de déroute, pareil, aujourd'hui, je trouve que la phase de déroute est compliquée. Vous prenez votre bravoure, vous lancez un dé, le nombre de pertes, vous faites des additions, des soustractions. C'est chiant. C'est vraiment chiant, c'est long. Et je trouve que c'est une double peine, dans le sens où vous perdez des unités, vous perdez de la létalité, vous perdez des figurines. Et en plus de ça, on devait faire un test qui va vous mettre dans une situation où vous allez encore perdre des figurines. Changeons ce système. Le système actuellement qu'ils ont mis en place sur Warhammer V10 est très intéressant. Vous avez un jet une valeur de morale, vous lancez 2d6, et il faut faire égal ou supérieur à votre valeur de morale. Si c'est réussi, pas de problème. Si par contre vous le ratez, vous ne pouvez pas contester les objectifs et vous ne pouvez pas recevoir d'ordre. Et un système similaire, pas de perte sur vos unités, un score de morale qui est fixe sur votre War Scroll, un jet qui est facile à comparer, sans addition, sans soustraction, c'est plus, c'est moins. Et pareil, vous ne comptez pas sur les objectifs, vous ne pouvez pas recevoir d'ordre. Vous n'êtes pas sur ce système de double peine qui est très frustrante aujourd'hui pour moi sur les phases de bravoure, de se dire je paye de l'élite, j'ai 4 PV, j'ai ci, j'ai ça, et me faire sortir des personnages, je perds des objectifs sur ça, c'est très frustrant stratégiquement. Ensuite, on va vraiment rentrer dans ce que je vais appeler les fiches d'unité. Donc aujourd'hui, nous avons sur notre fiche d'unité qui est plutôt claire, la santé, le mouvement, la bravoure et votre sauvegarde, une ligne d'attaque, des capacités, tout ça. Donc moi, je trouve ça bien. Ce que j'aimerais, c'est donner des types d'unités, avec ajouter ce qu'ils ont fait sur Warhammer 40 000, mais qu'on peut retrouver sur d'autres jeux aussi, c'est-à-dire l'objectif contrôle. Aujourd'hui, toutes les figurines comptent pour 1 sur les objectifs. Quand vous avez plus de 5 points de vie, 2. Et quand vous êtes monstre, 5. Très intéressant, mais pour moi, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des unités qu'on va appeler qui sont de type marteau, qui sont extrêmement violentes, soit au corps à corps, soit au tir, et des unités type enclume qui sont, soi-disant, extrêmement résistantes. C'est intéressant, mais le problème pour moi stratégiquement, c'est qu'on va manquer de choix. Aujourd'hui, quand on compose ces listes, finalement, on est très limité à ça. C'est-à-dire faire une trigonométrie entre le coût en point de l'unité et est-ce qu'elle tank assez fort ou est-ce qu'elle frappe assez fort. À Warhammer 44 V10, ils ont ajouté donc ce qu'on appelle l'objectif contrôle, qui est une valeur qui vous permet à l'unité, quand vous êtes sur un objectif, d'avoir un coup. Par exemple, si on prend une unité de, par exemple, d'Iraclochen, qui aurait une objectif contrôle de 1, quand vous avez les 10 sur objectif, vous comptez pour 10 sur objectif. Par contre, en face, si vous mettez des Stormcast, qui auraient par exemple un objectif contrôle de 3, ils sont 5, ça vous fait 15. C'est normal, entre guillemets, que 5 Stormcast qui sont designés, créés pour ça, les Libérators, sont désignés, créés pour tenir les objectifs, vous ayez un objectif contrôle plus élevé. Ce qui fait que demain, quand vous ferez votre construction de liste, vous serez dans la situation, ok, il me faut des unités qui frappent, des unités qui défendent, mais pourquoi pas des unités qui contrôlent. Avoir une unité qui peut être peut-être plus rapide, qui contrôle mieux l'objectif, et aussi pouvoir donner une autre valeur sur le calcul des points.
des héros qui auraient des objectifs contrôle de 3, des héros qui auraient des objectifs contrôle de 2, des héros qui auraient des objectifs contrôle de 5. Archaon, c'est pas normal qu'il soit monstre aujourd'hui, il faut 1000 points, vous le mettez sur un objectif, il vaut que pour 5. Il devrait valoir beaucoup plus. Les méga gargantes valent plus, c'est normal, parce que vous avez que 4 figurines, mais que ce système-là soit appliqué à toutes les unités. Vraiment, pour moi, c'est important d'impliquer ça pour pouvoir, comme je vous dis, donner des choix et permettre aussi à des objectifs sur les scénarios de pouvoir faire des choses. Exemple, avoir l'objectif du milieu, vous ne pouvez pas le contrôler si vous n'avez pas, par exemple, 10 ou 15 points sur l'objectif. Ou alors, si vous avez 10 ou 15 points, l'objectif, il se passe quelque chose. Cet objectif est considéré comme défendu, et du coup, vous avez le A couvert qui s'applique sur les unités qui sont sur l'objectif. Vous voyez, faire des interactions comme ça, ce qui permettrait aussi d'avoir des règles qui permettent aux unités de, j'augmente ton objectif contrôle, je te le descends, je te le bloque, ou alors avoir, même ça peut être très drôle, moi j'aimerais bien voir ça, par exemple, c'est des objectifs qui soient un peu protégés, on va dire, par la magie des morts ou ce que vous voulez, et en gros, vous ne pouvez pas tuer de figurines qui sont, par exemple, à ce tour-ci, sur l'objectif, parce qu'elles sont... vous êtes protégé par le divin, et du coup, seul votre poids compte sur l'objectif. Et au tour d'après, finalement, l'objectif, la protection s'en va, et donc vous pouvez tuer votre adversaire. J'en sais rien, oui, des choses comme ça va être très intéressant de mettre en place cette valeur, et stratégiquement de se dire, voilà, mon unité, elle est peut-être pas capable de tuer l'unité adverse, mais par contre, sur l'objectif, elle compte pour beaucoup, et du coup, il va falloir venir me déloger. On avait eu cette intention qui avait été mise en place par le système de je compte pour 3 sur les objectifs sur la saison de l'infanterie. C'était très intéressant, mais pour moi, c'était mal pensé, mal foutu, parce qu'en fait, vous vous retrouviez avec des zombies, 80 zombies qui comptaient pour 3, 60 zombies qui comptaient pour 3, là où des figurines plus élites pouvaient compter aussi pour 3, et le seul choix qu'ils avaient fait, c'était le choix de la létalité, en mode on leur donne plus d'un dégât. Donc pour moi, c'était vraiment mal branlé. On peut aller plus loin avec quelque chose de plus réfléchi. Et vu que c'est qu'une statistique, on peut la faire évoluer sur une fac, sur un truc, voilà, c'est que de la métrique, c'est très facile à gérer pour moi. Concernant les autres unités, pareil, comme je vous disais, avoir des mots-clés qui soient identiques pour les mots-clés de base, identiques pour tout le monde, pour une simplification des règles, pas être à expliquer à chaque fois les règles à mon adversaire. C'est beaucoup plus facile pour moi, entre guillemets, quand tout le monde joue avec les mêmes règles et que les mêmes règles soient identiques. Ensuite, on va pouvoir passer sur la composition des Battle Tomes et qu'est-ce que j'attends sur les Battle Tomes V4, V4, je veux dire. Qu'est-ce que j'attends sur la composition des Battle Tomes V4 ? Je souhaite avoir un peu ce qu'on a pu avoir sur les derniers BT, à savoir des règles d'allégeance claires, simples, d'accord, avec des sous-factions, et que chaque sous-faction ont leur propre artefact, leur propre trait de commandement et leur propre bonus. Un domaine de sort, par contre, pour tout le monde, ce qui a été fait sur Slanesh, un domaine de sort par sous-faction, je trouve que c'est mal fait. Ça limite vraiment trop les choix, et surtout quand vous avez 3 choix. Donc se retrouver avec les règles génériques à votre armée, ensuite vos sorts à votre armée, vos prières, vos traits de monture, et ensuite vous faites le choix d'avoir une sous-faction qui a une règle qui s'applique à des unités, et dans cette sous-faction, trait de commandement 3, trait d'artefact 3, et ce qui serait bien, c'est que vous ayez aussi des actions héroïques uniques dans vos sous-factions, et des actions de monstres uniques dans vos sous-factions, ce qui permettrait à toutes les armées d'avoir des actions héroïques et des actions de monstres, et en plus diversifier selon les choix que vous allez faire. Et vous allez comprendre aussi où est-ce que je veux en venir avec ça. Moi, ce que je souhaite vraiment pour la V4, c'est casser ce système de j'ai un bataillon, one drop, qui me permet de dicter le rythme de la partie, et ce rythme de la partie me fait gagner ou perdre. Quand vous êtes 2 armées qui ont le one drop, ça se fait sur un jet de dés, et honnêtement, il n'y a rien de plus frustrant de se dire je peux gagner ou perdre sur un jet de dés. L'idée, c'est de jouer 5 tours sur un round de bataille, que vos choix sur les 5 tours soient impactants. Donc, pour continuer avec ça, ma vision de la version 4 des Battle Tomes, c'est très simple. Vous allez composer votre
armé avec ce qu'on va appeler des bataillons. Il n'y a plus de bataillons génériques comme nous le connaissons aujourd'hui, mais nous avons à avoir des bataillons d'armée. Ce bataillon d'armée, vous devez choisir une sous-faction. Exemple, je prends les Stormcast Eternal, je vais prendre les Hammer of Sigmar, qui donnent une ward à 6 quand vous êtes entièrement à 12 des objectifs. Ceci, ça va être mon bataillon Hammer of Sigmar. Dans le bataillon Hammer of Sigmar, je vais avoir l'obligation de mettre minimum un héros, maximum 3, une unité minimum, maximum 5. Ce qui est très ressemblant aujourd'hui à ce qu'on va avoir par exemple sur un bataillon une pause. Ce bataillon vous permet à toutes les unités qui sont dedans de bénéficier de votre règle de sous-faction, les Hammer of Sigmar. Je vais devoir donc choisir un trait de commandant pour mon commandant et un artefact parce que ces choses-là sont des optimisations génériques pour tout le monde. Le bataillon, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne le one drop. Donc aujourd'hui, je pourrais prendre dans ce bataillon, par exemple, une unité de Liberator, un Lord Arcanum qui est sorcier, ça fait mon bataillon, et on mettra par exemple une unité d'Judicateur qui sont des archers dedans. Ces unités auront du coup la règle Hammer of Sigmar, donc la ward à 6 entièrement à 12 des objectifs. Je vais pouvoir choisir pour mon seigneur de guerre un trait de commandement, donc soit les génériques comme j'ai pu vous expliquer sur le livre générique, soit les spécialisés de ma sous-faction. Dans ma sous-faction, donc des Hammer of Sigmar, sur les 3 traits de commandement, je peux avoir, je sais pas, un trait qui dit que une fois par partie, tous les objectifs, c'est la ward, elle passe à 5, un trait qui peut améliorer un sort ou quoi que ce soit, et un artefact, pareil, qui est dans ma sous-faction des Hammer of Sigmar, qui peut être, je sais pas, un marteau, une lance, ce qu'on veut, on s'en branle. Voilà. Mon bataillon est fait. L'habilité qui gagne, c'est le one pose, qu'on la pose en une fois. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire stratégiquement dans mon armée? J'ai le choix d'aller choisir un deuxième bataillon, qui serait par exemple les Hallowed Knight, qui fait que toutes les unités que je mets dedans vont bénéficier du bonus des Hallowed Knight. Les Hallowed Knight dit que les unités de ligne sur un 4+, une fois qu'elles sont mortes, elles peuvent combattre avant d'être retirées. Eh ben super, dedans je mettrais un héros, par exemple Gardus, qui est Hallowed Knight, plus des unités de ligne, des Libérators, Séquiteurs, toutes ces choses-là, qui bénéficieraient elles aussi de ce bataillon, des bonus de ce bataillon, de cette sous-faction. Je mettrais un héros supplémentaire, parce que Gardus est nommé pour avoir un deuxième héros qui pourrait bénéficier lui aussi du trait de commandement et de l'artefact de ma sous-faction, et avoir le one pose, ce qui fait qu'aujourd'hui j'aurais 2 pauses sur mon armée, une pause pour les Hammer of Sigmar, une pause pour les Hallowed Knight, mais chaque bataillon bénéficie seulement des bonus de son bataillon. L'idée de ma construction de ceci aujourd'hui, c'est que je trouve ça insupportable d'avoir des sous-factions qui sont dédiées à un type d'unité qui vous force à le spammer. Vous avez une sous-faction, par exemple, qui vous booste votre cavalerie, qui vous booste ceci, et ben vous avez une partie de votre armée qui ne profitera pas de ce bonus-là, donc vous allez faire le choix de dupliquer des War Scrolls pour qu'un maximum d'unités puissent en profiter, et stratégiquement, je trouve ça pauvre, vraiment pauvre. Je préfère cette solution que je vous propose aujourd'hui, vous avez plusieurs sous-factions, vous voulez une armée qui joue sur tous les thèmes, et ben vous pouvez, aujourd'hui, vous faites le choix de mettre vos unités, et elles ont des buffs. Vous voulez jouer, par exemple, vous prenez le BT Gloomspike, vous faites les Jaws of Mork, qui ont les squeaks dedans, vous faites un bataillon avec les trolls, comme ça ils ont les trolls, vous avez une armée mixte, vous pouvez jouer de la rapidité, vous pouvez jouer des trolls, vous voulez des araignées, voilà. Vous voulez jouer Nighthaunt, c'est pareil, vous avez le bataillon pour les Black Guests, vos Black Guests feront vos blessures d'impact à un Mortel Impact, et à côté vous prenez le bataillon des Harridan, et du coup vos Harridan, elles enlèveront les wards. Ce qui vous permet vraiment d'avoir, je trouve, une complexité sur les armées qui est super intéressante, des vrais choix pour les joueurs, et aussi casser la règle monopause de un bonus pour armée, une pause que je duplique. Par contre, si jamais vous voulez faire le choix de jouer que dans une seule sous-faction, aucun problème, vous avez la possibilité de ne prendre qu'un seul bataillon, donc vous ne pouvez pas prendre les autres, ce qui vous débloque le bataillon débridé. Ce bataillon débridé, vous pouvez mettre vos héros dedans et vos unités. Par contre, vous n'aurez artefact qu'un seul trait de commandement et encadré à votre seule règle de sous-faction. Voilà, donc comme ça, vous pourrez bénéficier de votre one pause,
mais en contrepartie, vous n'aurez pas tous les bénéfices, que peut vous proposer la multiplication des traits de commandement, des artefacts et ainsi de suite. De plus, en faisant ça, vous avez du coup plusieurs seigneurs de guerre. Donc chaque seigneur de guerre, si on reste sur le système de la V3, amélioré en V4, vous rapporterez 1 point de commandement. Donc vous aurez plus de points de commandement. Et pourquoi on a besoin de plus de points de commandement? Parce que comme je vous disais, on a plus d'ordre générique, et du coup, il faut qu'on puisse générer plus d'ordre générique. Et du coup, les actions héroïques, vous allez pouvoir en faire plus. Et du coup, comme je vous disais, vous allez pouvoir en faire en phase de héros, vous allez pouvoir en faire en phase de combat, et ainsi de suite. Vraiment, rendre le jeu un peu plus dynamique, et pas seulement j'attends mon adversaire. Ce qui va nous permettre aussi, comme je vous disais, en faisant ces choix-là, vu qu'on aurait la possibilité d'avoir des decks défenseurs ou des decks attaquants, de se dire, j'ai une partie que je vais prendre pour défendre, une partie que je vais prendre pour attaquer, et du coup de polariser des listes de manière à être flexible, à être très offensif, très défensif, vraiment faire en sorte que chaque chose soit le plus pertinent possible. Le fait aussi d'avoir les traits de commandement et les artefacts dans votre sous-faction, vous pouvez avoir 2 héros identiques, mais qui ont des fonctions bien différentes grâce à ces artefacts et à ces traits de commandant. Et valoriser aussi les héros, car aujourd'hui, je trouve que malgré les optimisations, les héros sont souvent mis, on va dire, en arrière, à part certains héros qui sont vraiment très forts dans leur War Scroll et qui prennent beaucoup de place, sont des choses plutôt limitées, et c'est dommage aujourd'hui de ne pas avoir cette valorisation. Le point suivant que j'aimerais voir, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur d'autres jeux, ça serait la possibilité d'intégrer vos personnages dans vos unités. L'idée, c'est que vous preniez un personnage qui a un socle similaire à une unité et l'intégrer à cette unité. Cette chose-là ne se fait pas sur votre construction de liste, mais bien sur votre choix en partie. Sur une phase de mouvement, vous pouvez décider que ce héros, ou à la phase de héros, on va dire, si elle est sur une bulle, une zone, je sais pas, d'intégrer un héros ou une unité. Faut que ça soit bien sûr écrit sur son War Scroll, la possibilité qu'il puisse le faire. Si on va pas se mentir, on pourrait pas intégrer arcanément une unité parce que ne serait-ce que la taille qu'il fait et la construction du personnage, ce n'est pas l'idée, mais qu'un petit personnage à pied ou un personnage monture puisse intégrer une unité de cavalerie de monture ou une unité de piéton. L'idée, c'est à la fois de donner un intérêt stratégique à ces héros. Vous voulez que votre héros soit un électron libre parce que il a le profil pour, il peut se balader. Vous voulez que votre héros, entre guillemets, est plus supportif et arrête d'être juste derrière, essayer de suivre avec des bulles qui est insupportable, de pouvoir prendre des millimètres, des machins où vous êtes jamais d'accord avec votre adversaire. Intégrez votre héros à une unité, et cette unité reçoit un bonus. C'est écrit sur le War Scroll. Exemple, vous prenez un sorcier du chaos, vous l'intégrez à une unité. Si c'est une unité, par exemple, qui a la marque de Nurgle, elle a tel bonus. Si c'est une unité qui a la marque de Tzeentch, elle a tel bonus, et ainsi de suite. En Stormcast Eternal, on pourrait avoir la même idée. Vous prenez par exemple le héros nommé avec son bouclier et son épée qui anciennement donnait plus 2 à la charge, aujourd'hui qui fait juste une relance de charge qui ne sert strictement à rien. Ce personnage nommé, vous l'intégrez à une unité de piéton ou de paladin, il donne plus 1 à la charge, ou une relance de charge à l'unité plus aux unités entièrement à 12. Vous voyez, vous pouvez avoir un bonus pour l'unité et un bonus pour en bulle, ou alors avoir des relances de touche, plus un bless. Vous voyez, intégrer vos héros à vos bataillons, ce qui fait que ça vous protégerait vos héros du tir, de la phase de magie, parce qu'ils seraient pas ciblables, à part par des règles qui auraient la capacité de cibler des héros, des règles, on va dire, de sniper, de choses comme ça, qui permettent une autre lecture du jeu, de donner des bonus à vos armées, de faire en sorte que vos héros puissent accompagner aussi vos unités et soient pas simplement à la traîne, et de permettre des constructions aussi à ce niveau-là, en mode, mon héros va suivre mon unité est galvanisée, elle est boostée, elle a un bonus. Si mon unité commence à se faire raser, mon héros va pouvoir en sortir et aller dans une autre, et pas être juste en mode, mon mec, il a utilisé sa capacité parce que c'est un porte-étendard, il a posé l'étendard et il sert plus à rien, vous voyez, ou alors il va apporter 2 points sur un objectif. Par exemple, un héros peut très bien dire, vous rejoignez cette unité, si ce héros est associé à cette unité, il augmente de 1 l'objectif contrôle. Voilà, vous savez que c'est un héros qui est plutôt défensif, il combat pas très bien, et ça vous permet de renforcer une unité comme ça. Vous pouvez très bien dire que ce héros-là, notamment par exemple chez Stormcast, ils ont plein de héros, ce héros-là, dans cette unité, il vous donne plus 1 à la blesse, ou un relance des touches, ou alors il vous immunise au test de bravoure. Oui,
Ça vous permet de faire des choix différents de juste je prends mon War Scroll, mon héros est capable de faire cette capacité et après il fait plus rien. C'est-à-dire qu'il peut faire sa capacité en face de héros, s'il est sorcier, s'il est prêtre, ce qu'il voulait, mais il apporte un bonus supplémentaire. C'est un héros, il est censé galvaniser les troupes et pas juste c'est mon sorcier, il lance un sort et il attend derrière de faire coucou quoi. Et pareil, en phase de combat ou en phase de tir, s'il a un profil de tir, il peut tirer en même temps que l'unité qui tire, et quand il combat, il peut combattre en même temps que l'unité qui combat. Comme je vous disais, si vous attribuez des blessures, vous attribuez à l'unité, pas au héros, à moins qu'il y ait une règle qui cible le héros, et quand l'unité est morte, et ben le héros se retrouve tout seul et du coup subira les dégâts qui restent, ou alors il peut éventuellement, pour un point de commandement, vous pouvez faire une manœuvre d'urgence et de sortir de l'unité à lui faire faire une retreat, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être, je trouve, très intéressant pour la construction du jeu. Et pour finir, dans les dernières règles que j'aimerais voir dans Age of Sigmar V4, c'est vraiment identifier la manière de gagner et de perdre au niveau des scénarios. Je reviens un peu là-dessus. Si on a des scénarios dynamiques qui nous permettent à des joueurs de faire des choix autres que, entre guillemets, la table rase, faire en sorte que les scénarios se jouent jusqu'au 5e tour, parce qu'il y a un intérêt jusqu'au 5e tour. Sur Warhammer 40k V10, ils ont intégré le gamble, donc c'est une action, une tactique d'urgence que vous pouvez faire quand vous êtes en train de perdre ou de gagner, parce que ça peut se faire en gagnant aussi, qui vous permettent de marquer des points, et ces points vous permettent en effet de rattraper votre retard. Aujourd'hui, on gagne ou on perd Age of Sigmar que sur un catalogue de points. On sait que sur un scénario, le maximum qu'on peut marquer, c'est tant, le minimum, c'est tant, et vous faites un delta et ça vous donne une victoire. Et ben pourquoi pas se retrouver sur une idée de, on peut marquer tant de points, mais ces points sont étayés par, vous avez réussi tant de trucs sur le scénario en tant que défenseur, tant de trucs sur le scénario en tant que attaquant, ce qui vous permettrait de prendre des risques peut-être dans certaines situations, mais des risques qui puissent payer, pas juste des risques en mode, soit ça passe et c'est bon, soit ça rate et je me fais table rase parce que je suis devant mon adversaire, ce que je peux trouver très frustrant sur ça. Et pourquoi pas aussi pouvoir influencer, entre guillemets, le double tour. Vous avez des jeux dans lesquels, quand vous faites votre jet attaquant, il y a de l'initiative, je veux dire, à ce moment-là, pouvoir augmenter de 1 ou de réduire de 1 le score de votre dé. Cependant, vous avez derrière un choix, c'est-à-dire que si vous gagnez l'initiative, vous êtes obligé de la prendre, vous ne choisissez pas qui la prend, vous voyez. Donc pouvoir interagir comme ça, ça pourrait être très intéressant, un peu comme on a pu voir sur Archaon et sa capacité de voir l'avenir. Aujourd'hui, il voit l'avenir, mais du coup, vous ne choisissez pas qui joue. Ça va être comme ça. Et bien pouvoir interagir aussi à ce niveau-là, permettre une plus grande diversité et un plaisir de jeu tout en limitant la frustration. La frustration, c'est normal qu'il y en ait dans un jeu de dés. On en a beaucoup sur les jets de touche, les jets de bless, les jets de sauvegarde, toutes ces choses-là. Mais vraiment, tout ce qui est stratégie, comme je vous disais, essayez de le limiter. Il ne faut pas que la stratégie que vous puissiez mettre en place soit bloquée par un jet de dés. Honnêtement, moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois sur certaines parties, notamment en tournoi, d'avoir un plan de jeu basé sur un 2+ relançable et de faire 2 fois le double 1. C'est pas censé arriver, vous n'êtes pas censé perdre votre plan de jeu sur ça. Donc voilà, le gamble doit avoir une conséquence et cette conséquence doit avoir une réussite. Vous pouvez pas, en tout cas je trouve ça très frustrant de se dire voilà, ma tactique se base sur ça. Comme on dit, high risk, high reward. Mais quand il n'y a pas de risque, entre guillemets, faut que ça soit stable, et la stabilité se passe par des règles bien écrites. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu, que ma vision d'Age of Sigmar V4 va vous emballer, que si vous êtes développeur chez Games Workshop et vous voyez ma vidéo, vous prenez mes idées parce que je les trouve pertinentes. Je vous invite, vous, dans les commentaires, en tout cas, à dire ce que vous pensez de ma vision. Me donner des pistes de réflexion aussi sur comment peut évoluer le jeu, je suis toujours curieux. Voir ce que vous attendez aussi de la version 4 d'Age of Sigmar.